Et salut à tous et à toutes. On se retrouve tous les lundis comme d'habitude, mais là c'est un épisode un petit peu spécial étant donné que suite au All-Star Game, il n'y a pas eu beaucoup de matchs qui se sont passés. Je crois que chaque équipe a joué à peu près une ou deux rencontres. J'enregistre le podcast de toute façon toujours le dimanche ou le samedi. J'avais pas suffisamment de matière à donner pour fournir un joueur de la semaine, un joueur exotique, etc. Ou même une conclusion hâtive parce qu'il y a eu très peu de choses qui se sont passées. Tout simplement, je m'excuse si je respire fort, j'ai des difficultés respiratoires parce que je fume du gros shit. Ceci est une vanne, bien entendu. On s'assoit tranquillement, on se pose, j'ai l'impression de reprendre les répliques de Trash Talk. Et aujourd'hui, on va parler d'un dossier, comme vous l'avez vu à la miniature, Russell Westbrook. Dossier assez dense, assez compliqué, assez controversé d'ailleurs. J'ai vu beaucoup de réactions qui m'ont un petit peu énervé, qui m'ont poussé finalement à faire ce podcast consacré tout simplement à Russell Westbrook pour essayer de décortiquer, d'analyser ce qui s'est passé avec le joueur, pour en tirer finalement une conclusion relativement dense, profonde, pour analyser les plus, les moins, les tenants, les aboutissants du cas Russell Westbrook, parce que ça reste un cas particulier, relativement compliqué, qui pour moi engage à une certaine réflexion et non pas juste un il est nul, c'est pas bien, il met pas des tirs. Voilà, c'est ce qui se passe beaucoup sur Twitter. Je trouve ça très très con, honnêtement, parce que le joueur est bourré de qualité. Je pense qu'on a énormément de chance de l'avoir actuellement en NBA, même si là il est sur un déclin et ça fait beaucoup de peine et qu'il n'arrive pas à corriger ses erreurs et qu'il a du mal à retrouver la confiance. Et finalement son passage chez les Lakers est symptomatique de ce qu'on appelle le cercle vicieux. Il n'était pas du tout dans un cercle vertueux, cercle extrêmement vicieux, que ce soit avec les fans, avec le coach, avec les coéquipiers, avec lui-même. Et ça a été très dur et ça s'est ressenti statistiquement. On l'a vu vraiment sur 2 saisons baisser énormément en régime. On avait déjà vu à Washington quand il était passé. Il avait fait comme une saison un triple-double et il avait carry totalement la team. Ça, c'est indéniable. Il y a plein de gens qui oublient cette saison à Washington qui est relativement intéressante, où il avait prévenu à l'avance, je me suis blessé à l'ischio-jambier, je vais pas faire tous les matchs, etc. Il a vu que ça se passait mal, il a vu que Bradley Beal était dans un body language affreux, et il s'est dit, moi je mets tout le monde sur le dos, et post-All-Star Game, il a roulé. Alors certes, il finit en négatif, je me souviens plus, je crois qu'il y avait que 72 matchs cette saison, mais je crois qu'il finit genre en 32-40, quelque chose comme ça. Mais c'est play-in, play-off, ça gagne un match face à Philly, mais voilà. Donc ça, c'est mon petit speech d'introduction, mais là, on va analyser le pourquoi du comment, pourquoi Russell Westbrook, ça s'est pas très bien passé, pourquoi on a vu beaucoup de haine envers le joueur, et pourquoi finalement ça a pas cliqué chez les Lakers, et pourquoi finalement le joueur a perdu sa confiance, a perdu son aisance sur le terrain, un petit peu d'adresse, même si je trouve que beaucoup de gens ont été extrêmement sévères avec lui par rapport à son adresse, alors que finalement il est dans les standards de ce qu'il nous a montré ces dernières années. Donc on va commencer directement avec, de toute façon, Russell Westbrook aux Lakers. Russell Westbrook aux Lakers, c'est 2 saisons. Je vais vous mettre de toute façon le tableau. Hop, j'espère que ça va pas bugger. Évidemment, ça bug. Mais voilà, l'intention est là. Je veux travailler les transitions, ça ne marche pas. Mais donc Russell Westbrook, comme vous pouvez le voir, aux Lakers, c'est 1 saison et demie. C'est 130 matchs, plus que LeBron James et AD réunis sur les 2 dernières saisons. Donc ça, c'est relativement intéressant quand même à mentionner, parce que cette saison-là, il fait ce qu'on lui a reproché notamment sur cette saison-là, qui a été le déclencheur, parce que les Lakers ne vont pas en play-off, ils s'écroulent en play-in, ils ne cherchent même pas à aller chercher une place, à se batailler, etc. Disons que la construction du Big Three ne fonctionne absolument pas, c'est la débauche totale, donc c'est un petit peu dommage pour ce collectif-là. Et Russell Westbrook va récupérer, ça va être le bouc émissaire, il va récupérer à mon avis la rançon de la gloire, mais du côté négatif, où tout le monde va lui tomber dessus, on va l'insulter, ça va même aller jusqu'à attaquer sa femme, sa famille, etc. En étant très très dur, et le gars va quand même garder le smile. J'avais vu un tweet assez négatif où Russell Westbrook 0 sur 6 au tir, 0 sur 6 à 3 points, mais 36 sourires dans le match. Mais ça c'est important, et c'est, je pense, ce qui lui a permis de tenir, notamment dans son mindset, parce que c'était pas joyeux du côté des Lakers. Et donc cette première saison est un petit peu difficile, on le voit, 18 points, donc il y a une baisse quand même relativement significative par rapport à sa saison, qui est une saison d'ailleurs en deçà, mais qui était dans les standards, comme vous pouvez le voir, de quand il y avait Paul George qui arrivait du côté du Thunder à cette époque, et même dans le début de carrière de Russell Westbrook. Donc 18 petits points avec un pourcentage relativement correct, je veux dire, en carrière, Russell Westbrook c'est 43-44%. Un shoot à 3 points qui reste dans les standards également, c'est autour des 30% en carrière, shoot à 3 points, et puis un lancer franc qui commence à s'écraser un petit peu, on l'a vu, par rapport aux saisons précédentes. On était habitué à un gars qui shootait plus à 80-85% et puis qui s'écroule au fil des saisons pour atteindre les 60%. Pour un meneur, c'est extrêmement négatif.
Toujours du rebond, toujours de la passe, hein, même du rebond offensif de temps à autre, et des ballons perdus. Mais des ballons un peu moins perdus. Et ça c'est extrêmement important. C'est que Russell Westbrook, avec le temps, il s'est un petit peu bonifié. Mais ce passage aux Lakers, cette première saison, pour moi, c'est un peu une saison blanche et c'est un petit peu débile de la considérer, de tenter de l'analyser, parce que le gars, depuis qu'il a été MVP, il a cherché à être entouré. Il a cherché à avoir du Paul George, du Carmelo Anthony, puis du Paul George à qui il a donné le leadership au cours de la deuxième saison. Ça n'a pas cliqué parce que Damian a décidé de fermer les portes du second tour, mais bon, ça arrive, hein, les chokes comme ça. Hein. Damian, la saison d'avant, je rappelle, hein, les Pels, ils mettent un sweep aux Blazers. Donc le projet Thunder éclate. Westbrook, en larmes, décide de quitter OKC parce qu'il n'a pas envie de revivre une saison de MVP où il fait 81 matchs et il finit en triple-double. Ce qui se comprend. Donc il va aller du côté de Houston, où pour moi il fait quand même une belle saison, même le plus haut pourcentage en carrière. Pour moi c'était une de ses plus belles saisons hors MVP, même s'il a proposé vraiment des très belles choses quand il était à côté de Kevin Durant, mais en termes individuels, en termes d'adresse, etc. Il décide de réduire le shoot à 3 points, il décide de se focaliser sur le drive, etc., de faire de la passe, et il a une saison intéressante à Houston. Mais en fait, post-OKC, ce qu'il va chercher, c'est s'entourer soit de Paul George, soit de James Harden, soit de Bradley Beal, et puis après de retourner du côté de LA avec LeBron et AD. Et c'est une troisième option, et quand il signe à LA, c'est une putain de troisième option. Enfin, quand il est trade à LA, c'est une putain de troisième option. Et on lui demande pas de carrer l'équipe, sauf qu'il se retrouve dans un bourbier où finalement les deux cadres, les deux franchise players, les deux All-Stars, se retrouvent blessés. À eux deux, ils combinent même pas 82 matchs, alors que lui, il en combine 78. Et en fait, il se retrouve dans un bourbier où il ne peut pas cocher toutes les cases d'un leader, parce que je pense qu'il n'en est plus capable, en étant très sincère. Je pense que Westbrook, petit à petit, avec le temps, avec les affres du temps, enfin son jeu, c'est pour moi le meneur le plus athlétique de l'histoire de l'NBA. Il se retrouve un petit peu limité, ce qui est normal, c'est pas quelque chose de négatif. C'est négatif par rapport à son salaire, donc l'intérêt par rapport à des franchises, c'est sûr, c'est d'avoir un gars à 47 millions l'année. Ça fait chier quand il a une ligne statistique de 15 points par match. C'est compréhensible. Mais en soi, la baisse de régime, elle peut s'entendre. Et donc, cette première saison, elle est un petit peu compliquée. Ça va pas en play-off, mais c'est pas le responsable. C'est en aucun cas le responsable. Et je trouve même que quand tu sais que la moitié des matchs, il est tout seul, je le trouve plutôt raisonnable en termes de prise de tir, de prise de décision, parce que lui, il n'est pas dans ce rôle-là. Et je le rappelle, c'est pas parce que... À ce moment-là, il aurait dû peut-être faire du Russell Westbrook dans le texte, comme il l'avait fait à Washington, en se disant « Ah, personne n'est là, je vais cliquer ». Ça ne l'a pas fait. Et il se retrouve à finalement être le bouc émissaire, le dindon de la farce, tout le monde l'insulte, c'est super dur pour lui, et il re-signe, il remboîte sur une demi-saison, puisqu'il a été trade, hein, si vous ne l'avez pas vu. Il a été trade du côté d'ailleurs de Utah, qui l'ont buy-out pour qu'il aille du côté des Clippers, donc c'est très drôle, il rejoint son copain Paul George, hein, je pense, on en parlait avec Enzo, mais bon, peu d'équipes le voulaient. C'est compréhensible, ça fait mal au cœur, mais c'est compréhensible. Hein. Il y a une liste longue comme mon bras de joueurs qui sont des anciens All-Stars qui ne sont pas re-signés. Hein. Je pense à Dwight Howard, à Carmelo Anthony, Kemba Walker récemment, etc. Il y a plein de joueurs qui n'ont pas re-signé parce qu'ils font plus envie aux équipes et ça donne pas envie de re-signer un gars, même s'il a énormément de talent, ça donne pas envie de le re-signer s'il propose quelque chose de pas très intéressant dans ses récents passages dans des équipes NBA. C'est ce qui s'est passé avec Russell Westbrook. Et je pense que moi, j'ai quand même envie de le défendre sur notamment cette saison en tant que 6e homme. Parce que il essaye de se réinventer. Et je trouve qu'il s'est plutôt bien réinventé malgré les critiques. Et que finalement, le problème des Lakers au cours de cette saison, on a tenté de le résumer par « c'est la faute de Russell Westbrook », ce qui n'était absolument pas le putain de cas. C'était le problème global était les Lakers. Était le coaching de Darvin Ham, les blessures du côté du collectif des Angelinos avec beaucoup d'absents, des line-up un petit peu miteuses. Comme j'expliquais, je vous mets une fiche sur le bilan de mi-saison, mais l'intersaison, la façon dont le roster a été construit, les blessures et tout un tas de choses, et des soucis internes comme Russell Westbrook, c'est un fait. Mais ce n'est pas le seul problème. Et je trouve que son passage en tant que 6e homme est relativement intéressant. Et il peut annoncer du bon. J'espère que du côté des Clippers, vraiment, je croise les doigts parce que je suis un énorme fan du gars. Même si j'ai vraiment conscience de tous ses défauts et ça me fait beaucoup de peine de le voir dans une difficulté de la sorte, mais je croise vraiment je croise vraiment les doigts pour que ça se passe bien et qu'il retrouve un petit peu du poil de la bête du côté des Clippers, même si c'est nos adversaires, j'espère. Je serais limite content qu'on se fasse casser la gueule par les Clippers, mais que Westbrook essaye de se racheter une carrière parce qu'il le mérite et je pense que son passage aux Lakers n'est pas significatif. Et encore moins sa saison, pour moi, sa saison en tant que 6e homme n'est pas reconnue à sa juste valeur. Et c'est pour ça qu'on entre actuellement dans
dans ma réflexion, pourquoi le passage de Westbrook en tant que 6e homme n'a pas marché et qu'est-ce qui a été intéressant. Donc on attaque. L'idée de base de Darvin Ham, parce que comme je vous l'expliquais, le problème c'est 47 millions. Le gars, pour ceux qui ne connaissent pas Russell Westbrook, mais le gars, c'est un meneur archi-athlétique qui va arracher les cercles. Il y a presque 1 heure de mixtape possible à trouver sur YouTube de lui qui casse des arceaux. C'est un joueur qui a un grand QI basket, qui est capable de distribuer des belles passes. C'est une machine à highlight finalement. Et sa saison MVP résume en gros ce qu'est Russell Westbrook en tant que joueur. Mais le souci du gars, c'est que comme vous pouvez le voir actuellement au niveau des stats, faut pas prendre ça parce que ça c'est le seul match qu'il a joué aux Clippers, il a fait un très 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 bon match. Globalement, Russell Westbrook en carrière, c'est du 43%. Vous pouvez le voir, il y a un petit coup de 47, un petit coup de 45, 45, mais voilà, il y a du 43, 41, 39. Et si on fait une moyenne, il a 43%. Je vais essayer de voir sur Basket Référence. Russell Westbrook. Voilà, en carrière, c'est 43%. De au tir, c'est 30% à 3 points et c'est lancé franc 77. Donc ça c'est les standards de Russell Westbrook. Et en moyenne, en carrière, Russell Westbrook, c'est également 4 ballons perdus. C'est 4 ballons perdus, et si on descend un petit peu plus, je crois qu'en carrière, parce que ce qui est intéressant aussi d'analyser, c'est ce qu'on appelle le using percentage, et c'est le nombre de ballons que Westbrook va monopoliser. Et en carrière, Westbrook, il a 1/3 des ballons de son équipe. C'est énorme. Et on peut voir que lors de sa saison MVP, il a 41%. C'est gigantesque. Je pense que vous ne vous rendez pas compte, mais c'est énorme. Et même dans son passage aux Lakers, il est dans des standards relativement hauts, malgré son taux de minutes très bas. Et c'est ça qui est inquiétant. Et c'est pour ça que ça n'a pas marché. C'est qu'en fait, le profil de Westbrook, c'est que tu te dis, bon, le gars, 47 millions, mais gros physique, attaqueur de cercle, bon QI basket, cher, dans un cercle vicieux, manque de confiance. Darvin Ham fait la take de le mettre sur le banc. Très bonne take, rien à dire. Pour moi, c'est probablement l'une des meilleures décisions en coaching de Darvin Ham cette saison, c'est de se dire, bon, je prends le pari de mettre un ancien All-Star, un futur Hall of Famer sur le banc. Parce que le gars prend 30% des ballons, tu peux pas le mettre avec des LeBron ou des AD qui, eux deux, ont aussi 30% des ballons dans les mains. Ça fait 90% des ballons, rien qu'à 3. Ça fait beaucoup dans un 5 majeur. Disons que c'est difficile quand tu es sur un terrain et que tu as 3 gars qui demandent la gonfle. Surtout que, LeBron, c'est un petit peu un gars qui est abonné aussi à ça. On va se mettre un petit coup de LeBron. Hop. Mais vous allez voir que le gars en carrière, c'est un gros croqueur aussi. Hein. Hop, on descend. Voilà, LeBron, c'est 31%. Voilà, et cette saison, du côté des Lakers, c'est 33%. Westbrook, on avait dit que c'était combien ? J'ai oublié déjà. J'ai une mémoire de poisson. C'est 32%. Donc, c'est des gros croqueurs de ballon. Donc, le mettre sur le banc, très bonne idée. Idée de base, très maligne. Bravo, Darvin Ham. Tu te dis, bon, le gars, il a un gros potentiel. Je peux le mettre en tant que 6e homme. Ça lui donne en plus une carotte en mode, bon, ton ego, il en prend un coup. Mais regarde, tu vas pouvoir gratter le trophée du 6e homme de l'année. Tu seras je sais pas s'il y a eu d'autres gars, mais je crois que j'avais vu que ça aurait été probablement le premier joueur à gagner son MVP et son 6e homme de l'année en carrière, ce qui est une belle stat en soi. Et bon, tu te dis, ça va bonifier les secondes units. Le gars, c'est un bélier, il fonce, il drive, et puis tu lâches des ballons à des gars dans le corner, ça shoot, et puis t'as une seconde unit en fait qui roule énormément, qui est emmenée par une superstar, une ex-superstar, et tu te dis, bon, on va casser la gueule à toutes les équipes NBA, il est où le problème ? Sauf que non. Pourquoi ? Parce qu'en fait, et ça, Darvin Ham, je peux pas trop le blâmer, même s'il a quand même aligné des line-up affreuses, mais c'est que, Coco, t'as pas de shooter dans ton équipe ? Et c'est ça. C'est que, de base, c'est bien, mais t'as pas de shooter. Et donc le principe de Russell Westbrook est de driver, d'aller chercher des fautes, d'aller chercher des shoots à 3 points comme il le faisait quand il était seul à OKC. Quand tu as une équipe de Los Angeles qui, en pourcentage global, a un tir à 3 points à 34, c'est 34% overall, et il a augmenté parce qu'on a eu un petit Malik Beasley qui arrivait, mais bon, il était plus aux alentours de 32% il y a quelques temps. Quand tu as une équipe qui a un pourcentage de 32%, ça marche pas. Et quand tu alignes Russell Westbrook avec des line-up miteuses, parce que bon, tu as des blessures et aussi parce que tu sais pas vraiment faire des line-up, faut pas se mentir, mais on a vu 3 meneurs dans le 5 majeur avec un poste 3 au poste 4 et un poste 5 bancal, genre Damian Jones ou je sais pas, Wayne Gabriel qui est poste 4. Enfin, tu vois,
ça a été un petit peu un fiasco. Le plan de mettre Russell Westbrook en 6e homme et de se dire tiens, ça va être génial, il faut quand même que tu l'entoures avec des gars qui sont bons à leur poste. Et si tu le mets avec, je sais pas moi, Kendrick Nunn, Dennis Schroeder et Patrick Beverley dans le 5, avec un Troy Brown en 5, bon, c'est un petit peu difficile. Je caricature, mais ça a été un petit peu ça l'ambiance de Los Angeles sur le banc. C'est qu'on essaye de broder avec ce qu'on a, malheureusement, parce qu'il y a eu beaucoup de blessures. On a eu du Thomas Bryant et du Dennis Schroeder en début de saison qui n'étaient pas là, puis Davis qui était absent, puis LeBron qui était absent, puis Austin Reeves et Lonnie Walker qui étaient absents, puis Troy Brown qui était absent. Enfin, voilà. Je vous fais pas un schéma, mais il y a eu beaucoup. Il y a même du Wenyen aussi qui a été absent un certain temps, quand l'effectif avant le trade était un petit peu difficile. Problème de taille, problème de poste, etc. Mais donc, ça ne clique pas forcément. Ce qui fait qu'on se retrouve plutôt à avoir un Russell Westbrook en sortie de banc, qui va jouer beaucoup moins de minutes. Pour rappel, en carrière, Russell Westbrook, si je vous mets l'overall, c'est 34 minutes en carrière. Là, tu lui enlèves 5 minutes. 5 minutes, c'est quand même beaucoup. Pour les gens qui ne se rendent pas compte, mais 5 minutes, c'est quand même pas mal. Tu le mets en 6e homme, tu lui enlèves 5 minutes, donc c'est énorme. Tu dis, bon, voilà, la décision est prise. Tu vas réduire le nombre de tirs casse-croûte, de shoots un petit peu bancal, de ballons perdus. C'est un fait. Quand tu regardes le nombre de ballons perdus cette saison, ça c'est des fautes, mais bon, Russell Westbrook cette saison c'est 3,5 ballons perdus. Et il était en constante descendante, on va dire, depuis ses saisons MVP et ses passages où il était franchise player. Donc tu réduis quand même de presque d'un quart, plus d'un quart son nombre de ballons perdus, parce que je vais pas prendre cette saison-là, c'est pas une saison référence, mais du côté de Washington, il est presque à 5 ballons perdus, tu descends à 3,5. C'est quand même pas mal, si je peux me permettre. Donc le plan est cool, mais bon, comme je le dis, le plan il est un petit peu biaisé par le fait que t'as un effectif de merde et t'as pas un effectif équilibré, cohérent, qui va te permettre finalement de bonifier le joueur. Donc ça, c'est le premier point de pourquoi ça n'a pas marché. Le second point de pourquoi ça n'a pas marché, ça c'est plutôt individuel, c'est que Russell Westbrook sur cette saison, il était peu adroit. On peut le voir, 41% au tir. Il nous avait habitués ces dernières saisons avec le temps, il s'était un petit peu, on va dire, il avait un petit peu mûri, il s'était plus stabilisé autour des 43-44%, ce qui était sa moyenne en carrière. À 3 points, on s'était dit, prends moins de tirs. Il a quand même pris 4 tirs à 3 points par match sur 52 matchs, ce qui je trouve énorme. En étant très sincère, je trouve ça énorme quand tu sais que le gars tire à moins de 30%. Et ça, c'est pour moi une première erreur, c'est que Westbrook, pourquoi ça ne marche pas ? C'est qu'il n'a pas un bon tir. Il n'a pas un bon tir, il n'a même plus de bonne adresse, il n'a pas de... Globalement, sa saison, il était dans un marasme négatif parce qu'il était dans une spirale négative. Un manque de confiance. Et ce manque de confiance, parce que quand tu le vois louper des tirs à mi-distance là où il n'était pas forcément si mauvais que ça, quand tu le vois prendre des shoots en première intention, quand tu le vois faire des drives où il envoie une brique, une saucisse sur la planche et qu'elle rebondit super loin, tu ne reconnais pas forcément Westbrook. Et ce manque de confiance, ça amène à un second problème, c'est ce problème d'ego. Comme par exemple un Carmelo Anthony qui n'acceptait pas d'être sur le banc, Westbrook il l'accepte gentiment, mais il a une incapacité, et ça a été un gros problème, et ça je le blâme, c'est qu'il a une incapacité à comprendre la situation critique de son équipe. Et que lui il était plutôt dans sa quête de rédemption, dans sa quête de confiance, en faisant beaucoup de hero ball, de coast to coast, de shoot première intention à 3 points. Et ça, quand tu sais que le gars est pas bon, essaye de te bonifier à l'entraînement, mais ne fais pas ça notamment dans des money time. Où tu vas aller chercher des drives sur Embiid, certes il y a faute, mais tu vas chercher un drive sur Embiid, c'est pas toi la première option de l'équipe, tu es 6e homme maintenant, tu n'es même plus 3e option dans un 5 majeur, tu es 6e homme. Quand tu vas chercher à dynamiser, à prendre des pull-up mi-distance face à Portland dans le 3e match de la saison, c'est pas non plus à toi de le faire. Quand dans des overtime face aux Sixers ou aux Celtics, tu vas prendre 4-5 shoots, alors que c'est AD qui a 40 points par match depuis une dizaine de rencontres, t'as des soucis. Et ça, c'est le gros problème de Westbrook, c'est qu'il y a eu une forme d'égoïsme qui se comprend, mais ce croquage de balles et cette prise de leadership, cette prise d'otage, elle a causé beaucoup de tort, je pense, à Russell Westbrook, et ça, a raison. En étant très sincère, a raison. Parce que le fait de chercher la confiance, c'est pas un problème pour moi. T'es sur le banc, c'est la meilleure façon de retrouver ta confiance. C'est-à-dire qu'on te donne une seconde vie et on ne jette pas à la poubelle. Tu vois, on aurait pu faire un buyout de Russell Westbrook à la mi-saison, enfin à l'intersaison, ça aurait été une possibilité. Ça aurait libéré du cap, la luxury tax, etc. Mais bon, ils l'ont pas fait. Mais sur le banc, c'est la meilleure option. Le problème, c'est que, et là c'est un autre souci de coaching, j'en parlais juste avant, mais Darvin Ham qui fait des line-up un petit peu miteuses, bancales, etc.
malheureusement, il va y avoir un manque d'autorité et un manque de hiérarchie. Alors je sais que ça a frité énormément de fois dans les vestiaires. Et ça, je sais pas si, je suis pas insider, donc je sais pas si Russell Westbrook en a été responsable à 100%. Mais il y a eu énormément de friction. Et je pense que ça a été aussi un problème. C'est que Darvin Ham n'a pas su canaliser le joueur, LeBron James n'a pas su canaliser le joueur et lui faire comprendre qu'il y a une hiérarchie et que lui n'a pas à prendre des décisions. Et je pense que Darvin, en voulant bonifier le joueur, en lui rendant un petit peu de sa superbe, tu vois, je suis pas d'accord sur le fait que tu ne mets pas Russell Westbrook dans ton 5 majeur en fin de match. Il est plus clutch, il est plus adroit. Et en fait, tout ça, ça a contribué. Ces décisions de coaching, ça a contribué pour moi à épaissir le trait et on va dire aiguiser les défauts et les problèmes de Russell Westbrook. Alors que l'idée de base était peut-être de lui permettre de se racheter sur le banc. Et ça, je blâme les deux. C'est-à-dire, je blâme Russell Westbrook de ne pas avoir la maturité de comprendre ça et je blâme Darvin Ham de ne pas avoir le statut de coach. Alors, je sais qu'on n'est pas en Euroleague, on est en NBA, que les coachs, c'est un petit peu les objets des franchises et des joueurs qui n'ont pas forcément tout le temps leur mot à dire. Même si on a eu certains qui étaient très charismatiques. Mais ça, je le blâme. Je le blâme un petit peu et ça m'agace. Et donc voilà. Donc ça, c'était les premiers problèmes. Après, on peut parler de statistiques. Je vais sortir les stats NBA. Et donc voilà, en termes, si on veut parler de statistiques pures, le souci avec Westbrook, on en parlait juste avant, c'est il a un style de jeu qui demande beaucoup de ballons. Et ça, c'est le pourquoi du comment ça n'a pas marché, mais ça a toujours existé. Et c'est ça qui m'a énervé, c'est quand je vois les fans qui s'énervent en mode « Ouais, Westbrook, c'est un croqueur de ballon, quel connard, je le déteste !» D'accord, d'accord, c'est vrai, mais bon, c'est pour ça qu'on a pris. Enfin, on a pris Westbrook pour ce genre de problème. Donc, si on doit faire un résumé sur cette saison, il est dans ses standards de using percentage en carrière, c'est-à-dire qu'il était à 32%, il est un petit peu en dessous parce qu'il a moins de minutes. Et son pourcentage de points en carrière, donc ça c'est le pourcentage de points qu'il va mettre lui chaque match, chaque rencontre dans le total de points des Lakers, il est à 22%. Alors tu dis c'est bien, c'est-à-dire que tu as un mec en sortie de banc, il t'aligne des statistiques en 16 points, 7 rebonds, 6 rebonds, presque 8 passes. Meilleur passeur de son équipe d'ailleurs au passage, à l'époque où il était aux Lakers. Le problème c'est que cette using percentage, il est beaucoup trop élevé et il n'est pas assez prolifique. Et quand tu prends un LeBron ou un AD, LeBron il a 32, AD il a 28, les deux en fait ils sont à plus de 30% de points de l'équipe. Et si vous voulez faire une comparaison, un Thomas Bryant à l'époque ou un Lonnie Walker, ils sont à peu près à 18% using percentage, donc 10% de moins que notre Titi Westbrook. Et ils ont plus de points, de pourcentage de points de leur équipe par match quand ils jouent. C'était 23% des points. Donc ça, c'est un souci, effectivement, qui va s'additionner avec le fait qu'il prend beaucoup de tirs. Voilà, 41%, 14 tirs par match, c'est beaucoup. Après, c'était la mission de le mettre sur le banc, c'est qu'il allait prendre beaucoup de tirs. Le problème, c'est que ces tirs-là, il les a pas que pris sur le banc, il les a pris aussi dans des transitions de rotation où on essaye de reposer un LeBron, un AD, en faisant rentrer Westbrook pour essayer de le décaler, en faisant rentrer un Troy Brown. Donc, c'est-à-dire qu'on laisse AD en 5. On va mettre, c'était plus souvent LeBron qu'on laissait, mais donc on fait rentrer par exemple un Thomas Bryant en 5, avec un LeBron en 4, avec un Troy Brown en 3 et puis on va ajouter un Westbrook en 2 avec un Dennis Schroeder en 1. Le problème c'est que il a pris des tirs quand il y avait quand même certains cadres du 5 majeur et il a beaucoup de déchets, juste 14 tirs pris par match. AD il est à 17 tirs pris par match. Westbrook il a 16 points par match. AD il a 28 points par match à peu près, je crois. Ça se trouve je dis des grosses bêtises, j'espère que je ne dis pas de grosses bêtises. Attendez, laissez-moi voir l'effectif, je crois qu'il a 28 points par match. Ouais, 25, pardon. Donc il y a quand même une différence dans le jeu. Bon, après, Eddie, ça a beaucoup baissé parce qu'il a fait certains matchs un petit peu difficiles, notamment depuis le retour de sa blessure. Mais c'est le souci, c'est que ça prend beaucoup de tirs. Et encore une fois, on fait un comparo avec Walker ou Thomas Bryant. C'est 11 field goals pris par match pour autant de points. Et ça, c'est le manque de réussite de Westbrook, qui se traduit donc par ce manque d'adresse, etc., qui fait que ça va être compliqué. Et j'en parlais avant, ce manque d'adresse, il se ressent sur tous les aspects du jeu, c'est-à-dire le drive, le mi-distance et le tir à 3 points. Ce qui fait que Westbrook n'est plus du tout une menace à 3 points. Il est dans son pire pourcentage en carrière. 29,6% en carrière. Alors il a fait 22, 27, mais ça c'était en 2008, 2009, 2010. Je veux dire, le 3 points, c'était pas la même politique à l'époque. On en prenait un par match et puis c'était ciao. Après là, on sent que Curry, il est arrivé dans ces années-là. Et que tout de suite, le chiffre, il a monté. Et donc,
Westbrook, dans l'ère moderne où le 3 points est super important, bah, il n'a aucune adresse, c'est pas une menace, et ce qui fait que ça va rendre très difficile, notamment dans des passages dans le Money Time où Darvin Ham décide de le mettre dans la rotation, dans le 5 majeur. Enfin, il n'est pas dans le 5 majeur, mais il va finir le match avec son équipe. Et bah, il va se retrouver à être un poids offensivement parce que bah, il va être laissé seul dans un corner à 3 points et personne ne va défendre. Et donc les défenses vont se resserrer. Comme je vous en parlais dans le bilan de mi-saison, mais les Lakers ils sont très connus pour avoir une très bonne attaque, très prolifique, la plus prolifique dans l'NBA dans la raquette, avec beaucoup de jeux, des pick and roll, des pick and pop, des drives, des tomards, des alley-oops, etc. Bah, les défenses elles vont un petit peu se resserrer, notamment ça laisse un joueur qui va permettre de faire des aides généreuses sur des porteurs de balles au poste, du LeBron, du AD, ce qui va rendre l'attaque des Lakers plus compliquée, plus lourde, parce que Westbrook, si on lui lâche une balle à 3 points, on s'en fout s'il nous met un 3 points sur la tête. Et c'est là la réalité, c'est là que ça fait mal pour l'ego du joueur, c'est que tant pis si on se prend la soirée de Westbrook à 3 points, parce qu'elle n'est jamais arrivée. Elle n'est jamais arrivée de cette saison, et même en carrière, il n'a jamais eu de grandes explosions derrière l'arc. Et c'est pas grave si tu te prends 1 ou 2, 3 points de Westbrook dans le match. C'est bon coaching, tu vois. C'est un bon scouting de la part des équipes adverses, c'est de se dire, bon, on le laisse. Et on a vu notamment dès le match 3, à mi-distance, où Nurkic ne va pas défendre sur Westbrook. C'est pas grave. On a vu des tirs, je crois, au buzzer, je me souviens plus dans quelle rencontre, mais où, vas-y, c'est pas grave. Prends ton tir à 3 points. Et puis lui-même va le prendre parce qu'il cherche à retrouver confiance, retrouver adresse, tu vois. Et ça, c'est un gros souci de pourquoi ça n'a pas marché. Et ça n'a pas marché, enfin ça c'est une tangente de pourquoi ça n'a pas marché. La constante, pour moi, ça a été le problème du joueur, et puis le problème du joueur avec cette histoire d'hero-ball, de coast-to-coast, de shoot de première intention, d'essayer de se racheter, de se refaire une santé. Et le problème de Darvin Ham, de le laisser trop longtemps dans des moments où il aurait mieux valu le mettre sur le banc et essayer de faire jouer des gars qui sont un petit peu plus justes, qui vont demander moins de ballons et laisser parler le talent d'un LeBron ou d'un AD en fin de match. Ça, pour moi, c'est un souci de coaching, sincèrement. Quand tu sais qu'il y a des joueurs qui font des trucs casse-croûte, tu vois, en fin de match, tu vas pas mettre Nico Mannion à la place de Stephen Curry. C'est un principe, tu vois. Tu mets tes grands joueurs, et les joueurs où tu sais que c'est un petit peu casse-croûte, casse-pipe, tu les fais sortir. Je crois que globalement, j'ai dit ce que je voulais dire. Ouais, je crois que j'ai dit ce que je voulais dire dans pourquoi ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui a marché là par contre, parce que je vais quand même mettre de la pommade sur les petits bras de Russell Westbrook, mais ça a quand même plutôt bien marché. C'est-à-dire que collectivement, c'est difficile, mais c'est difficile parce qu'il y a un début de saison difficile. Et ça, je ne vais pas vous refaire le début de saison des Lakers en 2-12, mais Westbrook n'est pas responsable du début de saison des Lakers en 2-12. Ça, il faut se le rentrer dans votre crâne, les fans des Lakers qui ne comprennent pas ça. Le début de saison est général. On a un AD qui se promène comme un papy sur le terrain, un LeBron qui a une sélection de tirs catastrophique, un Westbrook qui est fraîchement mis sur le banc, des blessures, c'est-à-dire qu'on n'a pas de Thomas Bryant, on n'a pas de Dennis Schroeder, on n'a pas de backup, on a un effectif qui est mal construit de base, on a une adresse à 3 points qui est vraiment affreuse, c'est-à-dire qu'on a la pire de la NBA pendant presque 15 matchs, après ça va un petit peu remonter parce qu'on va avoir un petit peu plus d'adresse, mais jusqu'à le trade de Malik Beasley et d'Angelo Russell, on avait toujours une équipe qui était affreuse à 3 points. Et ça, c'est pas la faute de Russell Westbrook. Russell Westbrook est un engrenage dans le système mal branlé et mal huilé des Lakers. Mais c'est pas que lui la faute. Parce que les Lakers, par match, si je vous sors la statistique, mais c'est quoi ? C'est 30 tirs à 3 points pris par match, je crois. 31 tirs à 3 points pris par match. Et Westbrook, il en a pris 4. Tu vois, c'est ça, la réalité, c'est que c'est collectivement. Et si je dois juste sortir la fiche statistique de LeBron James, ça c'est un logo, mais si je dois prendre la fiche statistique de LeBron James, c'est presque, je sais pas moi, c'est énorme le tir à 3 points qu'il prend, je crois qu'il en prend 5 ou 6. Il en prend 8 ! Non, pardon, il en prend 7. Il en prend 7, c'est énorme. Et il a 2% de plus que Russell Westbrook. Elle est là la réalité, et on ne va pas tomber sur LeBron James parce qu'à côté il est un petit peu ça c'est les Lakers, je dis donc que j'ai du mal avec les fenêtres parce qu'à côté il a 50% au tir, voilà. ça fait la différence, puis il a 10% de plus au lancer franc, même si c'est une belle brêle au lancer franc, ça c'est un autre débat. Mais pour moi ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que c'est la première saison de Westbrook où il a le moins de minutes en carrière, ça déjà petit 1, 28,9 minutes. Même lors de sa saison rookie, il en a 32. Et lors de sa plus basse saison... Ah non, je suis perdu.
Non, c'est là, 28,7. Lors de sa plus basse saison, il est à 30,7. Et c'est parce qu'il est blessé. Alors, est-ce que c'était la saison du lockdown ? Je crois pas. Je sais plus. Mais donc, c'est la première saison de Westbrook où il se réinvente. Et je trouve qu'il s'est plutôt bien réinventé, en étant très sincère. Il est dans un contexte où c'était pas le meilleur pour qu'il se réinvente, surtout que collectivement, les Lakers, c'est en 28-32, et ça a globalement toujours gravité avec ce déficit de 4 victoires par rapport au ratio victoire-défaite. Hein. Ça a toujours gravité, genre du 12-16, du 14-18, enfin, voilà, ça a toujours été relativement en retard. Je pense pas que ça soit non plus le responsable numéro 1, je pense que c'est collectivement. Mais donc, il évolue dans un contexte déjà extrêmement hostile à lui-même. C'est-à-dire que les fans des Lakers, on sent que LeBron James, depuis le début, il veut s'en débarrasser, donc c'est super dur. Et moi, je trouve qu'il s'en sort plutôt bien dans un contexte très, très, très difficile. Parce qu'il sort d'une saison abominable, individuellement, mais collectivement, et puis familialement, personnellement, etc. Enfin, c'est très dur. Il a même sorti une décla il n'y a pas longtemps, il disait ça fait du bien d'être dans un endroit où les gens te veulent. Et ça, en vrai, ça change, parce que tu as envie de te transcender pour les gens, même si son pseudo c'est The Brody, c'est-à-dire le frérot. Aux Lakers, pour moi, il s'est comporté comme un frérot, il a souri, il s'est donné, il a fait des choses, alors que tout le monde le détestait. Et il a fait ce qu'on lui demandait. Il l'a fait correctement, il aurait pu mieux le faire. C'est pour ça que je me suis attelé à la tâche de quand même le descendre sur plein de points, notamment ses sélections de tir, ses ballons perdus, etc. Même s'il y a de l'effort. Mais donc cette première saison avec un total vraiment de moins de 30 minutes, c'est plutôt bien. Parce que, premièrement, il est leader de la seconde unité, 16 points, 6 rebonds, 7,5 assists, globalement. Je caricature. Hein. Enfin, j'arrondis un petit peu les angles. C'est le meilleur passeur de sa team. Et ça, il faut que les gens se rendent compte, c'est que LeBron James, il a 7 assists. Westbrook, il a 7,6 assists. Il a été, pour moi, relativement impeccable. Enfin, il a 7,5 assists, pardon. Parce que là, il y a le match face aux Kings quand il était chez les Clippers, qui a été un très bon match de sa part. Comme vous pouvez le voir, 17 points, 14 passes, 5 rebonds. Beaucoup de ballons perdus, mais bon, quand c'est un match où il y a double overtime et c'est plus de 170 points pour chaque équipe, hein, c'est normal, avec un field goal relativement correct. Hein, je veux dire, il a 53,8%, c'est très très bien. Mais donc, pour moi, c'est le leader de la seconde unit, il est responsable quand même du 25% des points des Lakers, donc à peu près une trentaine de points par match, ce qui est plutôt cool, je trouve. C'est le meilleur passeur de sa team. Il a l'un de ses plus grands assist ratio, donc c'est le nombre de ballons qui vont être... ça, c'est le pourcentage de ballons. Comment expliquer ça ? En gros, disons que, si je dois faire une caricature, mais vous voyez, il a 27,8% d'assist ratio quand il était chez les Lakers. Ce qui correspond globalement à, en gros, presque une passe sur 3 de Russell Westbrook est convertie en assist. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, je veux dire, la stat est cool. Et quand tu sais qu'il a son plus faible total de minutes, vous voyez, en carrière, son assist ratio au plus haut, il a été à 29%, non 30,6%, pardon, quand il était à Washington, mais il jouait accessoirement 8 minutes de plus. Là, il est presque à 28, avec 8 minutes de moins. Et ça, en vrai, c'est relativement intéressant. Pour moi, c'est même très intéressant parce que le profil du joueur, qui est à dire de trouver des passes faciles et de bonifier certains joueurs qui sont mauvais, comme il avait pu le faire dans sa saison de MVP à OKC, même si, bon, tu vois, il y avait quand même du Jeremy Grant, il y a eu du Victor Oladipo et puis du Domantas Sabonis, donc il n'a pas été entouré que de peintres, mais à l'époque, c'était des jeunes joueurs. Mais il a un assist ratio qui est super, super haut et qui est très intéressant. C'est quand même presque une passe sur 3 de Westbrook est un assist. Va correspondre à un panier marqué. Donc ça, c'est une belle stat. Et moi, je trouve qu'il a réussi globalement à se réinventer en tant que sixième homme. Il se réinvente difficilement, comme j'ai dit, dans un contexte difficile, particulier, exceptionnel. Je pense que là, du côté des Clippers, on va lui redonner peut-être beaucoup trop de... J'espère que du côté des Clippers, ça va être positif pour lui. Je croise vraiment les doigts. Mais j'espère que j'ai enregistré. Ouais, j'ai enregistré, let's go. Mais voilà, moi je trouve que c'est plutôt positif. Il a même réduit son using percentage. Enfin, globalement, lors de ces saisons, il avait pas mal de minutes. Il a quand même réduit son usage de balles, pour parler français. Et ouais, comme voilà, ce que j'avais écrit dans mes notes, il a réussi à se réinventer en sixième homme dans une situation de crise difficile et un contexte de merde. Et il s'est vraiment comporté comme un vrai coéquipier, un vrai frérot. Alors certes, il y a eu des conflits, certes, il y a eu des étincelles, etc. Mais c'est normal dans ce contexte si particulier où finalement tout le monde lui reproche ce qu'il est. Et ça m'énerve. Par contre, moi, ce que je lui reproche, c'est de ne pas travailler suffisamment son shoot extérieur à mi-distance, à 3 points,
pour se renouveler et devenir une arme offensive différente. À l'image d'Alonzo Ball qui est bien plus jeune mais qui partait d'une mécanique de shoot abominable et qui a réussi à se réinventer en passant de 30% à 42% en devenant l'un des shooters les plus finalement prolifiques et plus adroits de la ligue. Et ça pour moi c'est un point sur lequel il doit travailler s'il veut après être repris dans certaines équipes NBA, parce que là c'est la dernière chance, c'est ce qu'on disait avec Enzo, ça me fait de la peine, mais c'est probablement la dernière chance de Russell Westbrook en carrière, ce passage chez les Clippers en fin de saison, et j'espère qu'il sera cool, parce que c'est un gars qui pour un minimum vet, pour un petit contrat peut t'apporter minimum 15 points, 7 rebonds, 7 assists. Avec ses défauts, mais je pense que c'est à lui de se renouveler, et j'espère qu'il aura la maturité et la force de le faire, parce que c'est un gars qui est très 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 bon. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé quand même de peser le pour et le contre, parce qu'il n'y a pas de... la conclusion à faire, c'est juste que Westbrook n'a pas été rocambolesque du côté des Lakers, mais comme je dis, c'était un contexte particulier. C'était une crise où on lui a demandé de faire finalement ce qu'il n'était pas censé faire lors de sa première saison, et on lui a demandé de faire ce à quoi il n'était pas préparé de faire lors de sa deuxième saison, et il l'a fait plutôt bien. J'ai dit plutôt bien, je n'ai pas dit que ça a été le meilleur 6e homme de l'année, mais c'était intéressant. Il a réussi à faire du Westbrook un petit peu modifié, mais il a réussi à quand même à garder son identité et à proposer quelque chose d'intéressant en tant que 6e homme. C'est pas le responsable du bilan collectif des Lakers, j'insiste, parce que les fans des Lakers, je vous vois venir, vous êtes complètement, vous êtes débiles, c'est pas méchant, mais même les comptes Twitter Lakers France et tout, genre ça tombe sur le joueur. Je trouve ça pas intelligent de tomber sur un joueur gratuitement. C'est genre contextualiser les choses peut-être pour comprendre où est le problème, pour avoir un petit peu de tolérance, parce que à ce que je sache, vous n'êtes pas sur un parquet NBA, tu vois. Il faut pas le blâmer, le porter responsable de ah putain c'est une merde. Oui, ça fait du bien qu'il soit parti parce que du coup ça nous permet d'avoir d'autres joueurs, mais s'il était juste parti comme ça, sans contrepartie, on n'y gagnait pas forcément plus, tu vois. Et il est parti pour des gars qui comblent finalement tous les défauts des line-up des Lakers, de la line-up, l'ex-line-up des Lakers. Si je vous mets le résumé, mais voilà, on récupère un shooter avec un meneur intéressant qui est de la maison, un 3&D plutôt intéressant, surtout defense très très intéressant, très mobile, qui va apporter de la hauteur, donc ça comble les erreurs de hauteur les différentiels de hauteur et de poste du côté des Lakers, et on récupère un shooter voilà, un shooter à 3 points élite, probablement un des meilleurs de la ligue. Donc j'espère que les gens vont pas faire la conclusion hâtive de Westbrook il est parti, c'est mieux. Oui, c'est mieux connard, mais c'est mieux parce que en fait on a récupéré des joueurs qui étaient bien plus forts et qui correspondaient à l'identité Lakers, ce que n'a pas fait Westbrook. Et je pense que du côté des Clippers, Westbrook peut vraiment être intéressant. Pour moi, le mettre dans le 5, c'est peut-être un peu prématuré. Après, on a Tyronn Lue en tant que coach, donc c'est pas forcément c'est pas le meilleur coach du monde, même si les Clippers au classement général ils sont 5e, ça roule. Après voilà, on a 5 victoires derrière eux, et puis je pense qu'il va y avoir un petit remontada Lakers pour être top 6, hein. C'est mon point de vue. Mais j'espère que ça sera bien de son côté. Je vous remets juste son dernier match qu'il a fait, qui était plutôt cool. Voilà, 39 minutes, 17 points, 14 assists, plus-minus plutôt positif. Alors certes, beaucoup de ballons perdus, certes, 6 fautes, mais bon. Pour moi, c'est un bon match de Westbrook, et s'il arrive à se renouveler, à rester comme ça en carrière, en étant juste, en faisant toujours 15 points, 8 assists, en réduisant son taux de... en améliorant son pourcentage à 3 points, en réduisant son nombre de tirs pris et en réduisant son nombre de balles perdues, je pense que ça peut être un joueur très très bon, à voir ce que ça donnera pour la fin de sa carrière. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remets la petite miniature de fin, magnifique, n'est-il pas? Je vous fais plein de bisous, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Elle était un petit peu longue, 39 minutes. Mais ça me tenait à cœur de faire une vidéo spéciale Russell Westbrook pour vraiment analyser tout ça. J'espère que ça aura peut-être changé votre point de vue, votre avis sur la chose. Je vous embrasse très fort et on se dit la semaine prochaine pour du coup le retour du RIP Show. Passez de bonnes fêtes de Noël parce que nous sommes en 2036. Ciao!